Quand une femme a déjà franchi la ligne rouge, elle commence à parler, non pas pour s'excuser, ni pour dire que c'était une erreur. C'est quelque chose de plus léger, de plus raffiné, presque inédit, et quand on l'entend, on ne peut l'ignorer car ce ne sont pas que des mots. C'est son esprit qui, en silence, retravaille l'histoire tandis qu'elle promet de passer à autre chose. C'est de la culpabilité déguisée en absurdité. Si vous avez déjà ressenti ce léger malaise, cette envie irrésistible de vous racler la gorge, cette impression que quelque chose cloche dans ce qu'elle dit, vous comprendrez pourquoi. Vous saisirez la psychologie de cette phrase que les femmes emploient lorsqu'elles ont déjà fait quelque chose qu'elles ne peuvent avouer. La phrase qui omet tout. Restez avec moi jusqu'au bout, car une fois que vous aurez compris, vous n'entendrez plus jamais ces paroles ainsi. La plupart des hommes pensent que l'infidélité se fait entendre. Ils s'imaginent des messages hurlés, distants et transmis de force. Mais la véritable fraude est silencieuse. Elle se dissimule derrière des phrases qui paraissent évidentes, voire affectueuses. Si une femme a déjà tué, elle ne part pas avec un sentiment de culpabilité. Elle parle par contradiction. Elle dit des choses qui apaisent l'esprit, mais aussi le corps. Elle est présente, mais interdite d'accès. Ses paroles semblent rassurantes, mais un étrange sentiment de fatalité se dégage de son ton. Vous remarquerez des phrases qui paraissent être des prolongements, mais qui sont en réalité des réponses évasives. Et bientôt, vous comprendrez pourquoi. Car lorsqu'une femme trompe son mari, elle se raconte des histoires pour se justifier. Elle se persuade qu'elle l'a bien cherché, ou que quelque chose était déjà brisé bien avant son infidélité. Mais avant d'analyser cette phrase, j'aimerais vous montrer à quoi elle ressemble dans la réalité. Prenons l'exemple d'un couple marié depuis 12 ans. Ils partagent une maison, un enfant et une vie rythmée par la routine. Chaque matin, il boit son café, 2 bols de sucre, 1 de paix. Elle rit, mais d'un rire qui dissimule sa déception. Ils parlent de chiffres, de projets, de leur enfant, de tout sauf d'eux-mêmes. Elle a dit récemment que j'avais besoin de me sentir à nouveau moi-même. Il pense qu'elle est juste fatiguée. Peut-être qu'elle a besoin d'une pause. Il prévoit une escapade de fin de semaine. Ce qu'il ignore, c'est que ce sentiment d'être lui-même ne le concerne plus. Elle a déjà trouvé ce sentiment d'être ailleurs. Dans un message envoyé tard dans la nuit, qui commençait par « Tu me manques », l'ironie est frappante. Elle ne cherche pas à le quitter, mais à exprimer la personne qu'elle est devenue à ses côtés. Chaque mensonge, chaque demi-vérité, chaque sourire forcé attise le désir de viol qui les consume. La routine les unit, la réalité les sépare. Il y a aussi ce couple à distance. 2 ans d'écart, un engagement à vie. Chaque soir, ils discutent pendant des heures, leurs projets éclairant leurs souffrances. Mais récemment, elle a changé. Avant, elle lui demandait comment s'était passée sa journée. Maintenant, elle lui demande s'il lui fait toujours confiance. C'est subtil mais difficile. Elle se braque s'il ne répond pas assez vite, même si c'est elle qui prend la fuite. S'il dit « J'ai tellement hâte de te revoir », déjà elle hurle. Ne me mets pas la pression, d'accord? Elle est déjà détachée émotionnellement, mais elle refuse de l'admettre car cela signifierait que ce qu'elle a trouvé ailleurs n'est pas de l'amour, mais simplement un rappel de ses besoins inconnus. Ce n'est pas la distance qui l'a brisé, mais le fantasme. Et puis il y a ce jeune couple, de ceux qui font paraître l'amour si naturel. Ils publient des photos, se comprennent à demi-mot, rient de tout. Mais un soir, elle s'emballe, prononce un nom qui n'est pas le sien. Elle en rit trop vite. Il promet de ne pas y prêter attention. Mais le nom reste gravé en lui comme une pierre qu'il ne peut effacer. Une semaine plus tard, elle commence à dire des choses comme « Tu te prends trop la tête » ou « Tu es juste encombrant ». Il commence alors à se juger lui-même au lieu de la juger. C'est ainsi que commence la manipulation. Non par la force, mais par la confusion. Il déforme ses propos, jusqu'à s'excuser d'avoir ressenti la vérité. 3 couples, 3 histoires. Mais juste avant que la vérité n'éclate, un événement similaire se produit. Elle commence à parler, une phrase qui semble anodine, mais qui cache un cœur coupable. Les mêmes mots que chaque homme entend avant que tout ne bascule. Si vous savez écouter, vous les reconnaîtrez aussitôt. Car sa voix, aussi calme soit-elle, vibre sous le poids d'un secret que son cœur ne peut contenir. Il y a ce couple marié,
en apparence parfait. Petit pain du dimanche, photos souriantes, anniversaire sur Instagram. Mais derrière leur porte, le silence règne autour de leur table. Il remarque que son téléphone est toujours injoignable. Il a l'impression que son rire est réservé à quelqu'un d'autre. Quand il lui demande ce qui ne va pas, elle murmure que tout va bien. Tu ne fais que penser à des choses. Mais lui, il le sent. La chaleur qui était la sienne s'est refroidie. Elle est innocente. Elle est suspendue. Elle ne parle plus. Elle réécrit l'histoire en direct. Le soir, tandis qu'elle l'a défait, il contemple la tour et perçoit une vérité indicible. Ce qu'il ignore, c'est qu'elle est déjà en train de raconter son histoire. La version qu'elle utilisera quand la vérité éclatera enfin. Et puis, il y a ces couples qui survivent malgré les décalages horaires. Leur histoire d'amour s'est construite sur des vœux et des adieux tard dans la nuit. Mais au final, ces paroles sonnent davantage comme des étiquettes. Vous savez à quel point je suis occupé. L'employeur est fou. Il la croit. Que peut-il faire d'autre? Il ne perçoit pas les réponses tardives comme une déviation, mais simplement comme une question d'attitude. Il ne remarque pas le passage de « tu me manques » à « ça ira », mais elle s'en rend compte. Chaque fois qu'elle dit « ça ira », elle sait que ce ne sera pas le cas. Elle se sent coupable. Elle envoie des photos, se regarde comme si cela lui importait. Mais elle ne crée plus de lien. Elle suit des traces. Et ce jeune couple, qui s'était promis de ne jamais éteindre la flamme, dès que la limite est franchie, même lors d'une simple rencontre flirtante ou d'un rendez-vous original, quelque chose change en eux. Son engouement commence à peser lourd. Sa confiance lui paraît trahie. Alors elle commence à dire « j'ai juste besoin d'espace » ou encore « je ne sais plus qui je suis ». Cela ressemble à une quête de soi, mais c'est de l'autodéfense. Car la vérité détruirait l'image qu'elle s'est construite, celle de la personne crédible, de la bonne personne, de la femme qui ne ferait jamais une chose pareille. Elle ne lui ment pas, elle se ment d'abord à elle-même. 3 histoires, 3 instants de tromperie silencieuse, et pourtant, à y regarder de plus près, ils créaient tous la même chose. La phrase que chaque homme entend avant que tout ne s'effondre. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas terrible, c'est calme, serein, presque convaincant. Mais sous cette apparente simplicité se cache le murmure d'un esprit qui tente d'échapper à ses propres décisions. Le premier dessin a déjà franchi la ligne rouge. Il dit « Tu es simplement en train de reconsidérer la question. Cela paraît anodin, évident, mais c'est un bouclier. » Quand elle le dit, elle ne vous protège pas du doute. Elle se protège elle-même d'être découverte. Cette phrase est devenue son bouclier. C'est ainsi qu'elle a vécu son histoire suffisamment longtemps pour croire en elle. Elle ne sème pas toujours le doute. Pas en premier. C'est une question de survie psychologique. Son esprit peut faire le lien entre ce qu'elle a fait et ce qu'elle veut encore faire, pour croire qu'elle l'est. Alors, quand votre intuition vous crie que quelque chose ne va pas, elle se sent obligée de la faire taire, la vôtre comme la sienne. C'est ce qui crée la souffrance. Lorsqu'elle est indisponible, elle rationalise. C'est de nouveau l'écriture. C'est construire une logique autour d'un chaos émotionnel. Arrête de repenser signifie en réalité, s'il te plaît, ne vois pas ce que je vois. Si elle parvient à contrôler votre perception, elle peut empêcher que sa réalité ne soit déformée. Le cerveau humain déteste la dissonance cognitive. Cet insupportable fossé entre « je l'aime » et « je l'ai trompé ». Donc, les excuses ne font que créer des divisions. Ce n'était pas sérieux. Cela ne voulait rien dire. Nous nous étions déjà dit au revoir. Chaque excuse devient une vis, une version allégée de sa vérité, suspendue dans les airs. Et voici le pire. Parfois, elle ne s'en rend même pas compte. Les mots fusent comme des réflexes. Son ton baisse. Son regard vous fixe juste assez longtemps pour vous amener à vous interroger. Car dès l'instant où vous croyez en votre intuition, elle en pervertit l'illusion. Alors elle vous effraie, avec des émotions, avec passion, avec des histoires qui vous accaparent l'esprit. Ce n'est pas seulement de la manipulation, c'est de l'instinct de survie. Quand elle dit « tu reconsidères ta décision », elle veut en réalité dire « ne me prends pas pour une idiote ». Sa voix paraît calme, mais son corps la trahit. Elle ne peut soutenir votre regard trop longtemps. Elle rit trop facilement. Elle change de sujet. Chaque petit acte de rébellion
est une tentative inconsciente de se soustraire à leurs responsabilités. Et si vous avez déjà ressenti cette douleur, quand vous savez que quelque chose ne va pas, mais qu'on vous dit que c'est dans votre tête, écoutez-les. Vos instincts n'ont pas été défaillants. Ils étaient surchargés, car lorsque l'amour est en jeu, l'esprit humain ne suit pas la vérité. Il suit la sécurité. La sienne est empreinte de condamnation. La vôtre est empreinte d'espoir. Tous deux tentent de survivre à une réalité déjà transformée. Puis vient le deuxième signe. Sa voix est calme, presque attentive. Elle dit « J'ai juste besoin d'espace ». Vous vous dites qu'elle est stressée, fatiguée, débordée, qu'elle a juste besoin de temps. Mais si elle a déjà été manipulée, l'espace ne signifie pas distance. Cela signifie dissimulation. C'est la prison émotionnelle qu'elle dissimule, une prison de calomnie. Chaque fois que vous la regardez avec amour, chaque fois que vous lui dites « je t'aime », elle ressent le poids de son secret. Elle ne peut supporter votre amour sans le détruire. Alors elle se retire, non pour guérir, mais pour respirer sans rien ressentir. Quand quelqu'un trompe, il se brise en deux. Celui qui a trompé et celui qui promet de ne plus jamais recommencer. Cette répartition est douloureuse. Elle crée une tension tellement inconfortable. L'esprit cherche à prendre ses distances. C'est là que l'espace intervient. Vous le remarquerez. Elle cesse de répondre si rapidement. Elle dit avoir besoin de clarté. Soudain, elle passe du temps avec de nouveaux amis dont elle n'a jamais entendu parler. Mais c'est là que tout s'est réellement passé, en filigrane. Elle ne cherche pas à se retrouver. Elle essaie de se débarrasser de la version d'elle-même qui se sent coupable. Et vous commencez à tout lui demander. Ai-je mal agi? Dois-je lui céder? C'est ainsi que commence la spirale émotionnelle. Le latricheur use devient celui-celle qui a besoin de désespoir. Le latricheur use devient celui-celle qui doit se méfier. C'est pas toujours calculé. C'est la culpabilité, un réflexe de survie. Car au fond, elle sait que si elle reste trop près, ça se verra dans ses yeux. Les vacillements, les ruptures, la guerre silencieuse entre l'amour et les mensonges. Parfois, elle y voit une forme de croissance. Elle dit « J'ai juste besoin de travailler sur moi-même ». Mais en réalité, cela signifie que je ne peux pas être moi-même quand je suis avec toi. La relation devient un miroir. Elle ne peut pas s'y voir. Alors, elle se détourne, comme si c'était une question de paix. Mais c'est une question de dissimulation. Chaque message sans réponse, chaque heure de silence, n'est pas une occasion de réflexion. C'est une amplification. Son esprit relie un monde où elle n'est pas le destin. Après contemplation, l'espace n'est plus inaccessible. C'est comme un rasoir. Sa tentation d'effacer les traces émotionnelles de ses actes, de se réinventer avant que quiconque ne remarque son changement. Dès qu'elle dit avoir besoin d'espace, elle ne se remet pas en question. C'est déjà arrivé. Elle ne part pas pour trouver des réponses. Elle rentre pour s'assurer que la vérité ne la suive pas jusqu'à chez elle. J'ai rencontré un homme qui pensait avoir tout vu en amour. La beauté, le chaos, le chagrin. Lui et sa femme étaient ensemble depuis 9 ans. Pour tous les autres, ils ont l'air d'un couple solide. Fête du soir, sourire, preuve d'amitié. Mais sous cette apparente simplicité, il y avait un décalage qu'il ne parvenait pas à expliquer. Elle a commencé à travailler tard, puis encore plus tard. Puis elle a cessé de fournir la moindre preuve. Il l'avait remarqué, mais n'avait rien demandé pour ne pas briser l'illusion. Puis une nuit, après un accident, il prit son téléphone. Un message apparut à l'écran. Un nom qu'il ne reconnaissait pas. Juste une phrase. « Tu vaux tous les risques ». Il était paralysé. Son cœur le savait avant sa raison, mais il ne l'a pas rencontré. Pas encore. Il attendit et ce qu'il vit n'était pas de la culpabilité. C'était la liberté. C'est la partie à laquelle personne ne vous prépare. Quand la vérité ne se contente pas de vous briser, elle détruit aussi l'histoire que vous avez construite autour de quelqu'un. Il s'attendait à des larmes, à la pluie. Au contraire, elle a dit « Je ne voulais pas que ça arrive ». Puis elle a ajouté « Je n'étais tout simplement pas heureuse ». Ces mots ont blessé plus profondément que l'accident, car il ne s'agissait pas de décision. Ce n'étaient que des substituts. Elle a intégré toute cette relation dans un récit qui justifiait ses décisions. Et c'est ce genre de diversité qui échappe à la plupart des gens. Le désespoir n'est pas toujours lié au désir. Il est lié à l'identité.
Lorsqu'elle a franchi cette limite, elle ne l'a pas seulement trahi. Elle a trahi l'image qu'elle se faisait d'elle-même avec lui. La liaison n'a pas commencé au lit. Elle a commencé au moment où elle a cessé de se reconnaître dans cette relation. Elle ne voulait pas d'un autre homme. Elle voulait une autre version d'elle-même. La confiance n'était pas le point de départ. C'était le symptôme. Alors, lorsqu'il l'a finalement confrontée, elle n'a pas réagi. Elle s'est justifiée. « Tu as changé !» dit-elle. « Nous avons grandi ensemble. » Sa voix était assurée, mais ses yeux la trahissaient. Elle ne défendait pas la relation en elle-même, mais l'identité qu'elle s'était construite autour. Si quelqu'un commence à croire à l'histoire selon laquelle elle était malheureuse et n'était pas amoureuse, alors c'est une attaque. Et voici le plus terrifiant. Parfois, le traître ne fuit pas son partenaire. Il fuit la part de lui-même qui se sent impuissante, incomprise, non aimée. La relation devient un miroir. Elle reflète ceux qui souhaiteraient être vivants, désirés, importants. Et quand ce reflet disparaît, ce n'est pas l'être aimé qui leur manque, mais la version d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus retrouver. Alors quand elle dit « je ne l'ai pas fait exprès », elle ne ment pas. Elle décrit le choc des émotions qui s'est mué en un choix. Il ne s'agissait pas de plaisir, mais de ralentissement. Mais tout ralentissement finit par se terminer là où il a commencé, directement au fond de soi, là où il régnait. Cet homme a appris une leçon puissante. La véritable traîtresse n'était pas une autre personne. C'est le moment où elle a cessé d'être ambitieuse et s'est mise à prêcher l'amour au lieu de le vivre, car le conflit intérieur ne se résume pas à abandonner quelqu'un. Il s'agit d'abandonner la vérité. Le troisième dessin apparaît lorsque sa douleur commence à percer le masque. Elle dit qu'elle mérite mieux. Au premier abord, ça paraît gentil, voire humble. Mais au fond, ce ne sont que des paroles en l'air déguisées en empathie. Si elle le dit, elle ne vous ment pas. Elle baisse son attention. Il est plus facile de pointer du doigt le problème que d'agir comme elle l'a fait. « Tu mérites mieux » sonne bien, mais c'est en réalité une façon de se défiler. Sa voix baisse. Son regard se porte furtivement. Elle se prépare déjà à partir, sans en donner la raison. C'est la culpabilité, une tentative de se transformer en moralité, une alchimie psychologique, une tentative de faire passer le viol pour la mort. Mais la vérité demeure la même. Elle a déjà pris une autre décision concernant leur relation. Quand ces mots sont prononcés, vous sentez la distance s'accroître. Vos performances chutent. Vous éprouvez un soulagement car vous méritez mieux. Il ne s'agit pas de savoir si elle gagne plus. Il s'agit de savoir si elle n'a pas su assumer ses actes. Le quatrième signe. Elle dit « on ne pourrait pas passer à autre chose ». Sa voix semble apaisée, comme si elle tentait de sauver ce qui peut l'être. Mais au fond, il y a du soulagement. Non pas concernant la relation, mais concernant la dette. Elle ne veut pas guérir. Elle veut la paix. Quand on la frappe, elle ressent deux sortes de douleurs. La douleur de leurs actes et celle de s'en souvenir. Alors, au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils préfèrent oublier. Ne peut-on pas simplement passer à autre chose? En réalité, cela signifie « Ne pouvez-vous pas m'empêcher de voir cette version de moi-même que je n'aime pas ?» Elle ne s'excuse pas. Elle demande du réconfort, car ses actes ont façonné la personne qu'elle est devenue pour les commettre. Si on l'admet trop vite et qu'on passe à autre chose, la vérité ne guérit jamais. La blessure guérit, et des mois plus tard, cette même douleur inexprimée se transforme en ressentiment, en fardeau émotionnel ou en une nouvelle trahison. Parce que personne ne l'a jamais fait en personne. La véritable guérison commence par la vérité, non par le silence. Et la vérité ne peut prospérer là où la culpabilité est encore protégée. Alors, lorsqu'elle dit « Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose ?» Comprenez qu'elle cherche en réalité à préserver sa propre tranquillité d'esprit, compte tenu de votre souffrance. Et ce n'est pas un retard, c'est une contamination par l'amour. Le cinquième signe, elle dit « Je n'ai jamais voulu te faire de mal ». C'est la phrase la plus courante après une infidélité et la plus facilement mal comprise, car l'intention ne peut effacer l'influence. Quand une femme dit « Je n'ai jamais voulu te faire de mal », car elle cherche à minimiser la gravité de son acte, c'est sa façon de dire « Je veux que tu aies pitié de ce que je ressens, pas de ce que j'ai fait, je n'ai pas de la méchanceté.
c'est de l'autodéfense émotionnelle. Cela l'aide à se sentir bien dans sa peau, même après avoir pris une mauvaise décision. Mais voici la dure réalité. La plupart des souffrances ne sont pas d'origine physique. Elles sont causées par une contamination, par des personnes qui, sans le vouloir, infligeant des dommages à ceux qu'elles aiment profondément. Et c'est ce qui le rend si dangereux. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Cela peut paraître impur, mais c'est en réalité une souffrance sans responsabilité. La véritable impureté, c'est dire « je te fais du mal et je sais pourquoi ». La fausse pollution dit « je te fais du mal mais ne me mets pas en colère ». L'un blesse, l'autre se cache. Si tu tends l'oreille, tu entendras le changement. Sa voix vous dira si elle est excusée pour sa souffrance ou pour y être prisonnière. Car la véritable souillure n'a besoin d'aucune justification. Elle repose sur la vérité, non sur les larmes. Si jamais vous entendez ces mots, c'est que vous êtes suspect. J'ai simplement besoin d'espace. Vous méritez mieux. On ne peut pas passer à autre chose. Je n'ai jamais voulu te blesser. Ne réagis pas. Observe. Car les mots ne mentent pas, les larmes si. La vérité finit toujours par transparaître à travers les sons, les journaux et le silence. Et quand votre cerveau crie quelque chose, ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la pollution. Le plus dangereux dans ce genre de fraude, ce n'est pas ce qu'elle fait. C'est la façon dont elle nous oblige à la remarquer. Alors, ne vous laissez pas envahir par le confinement. Prenez vos distances. Car lorsque vous reconnaissez la manipulation émotionnelle pour ce qu'elle est, vous retrouvez votre paix intérieure, vos valeurs et votre pouvoir. Si cela vous a touché, c'est parce que vous avez ressenti la sérénité du navire, une sérénité que les mots ne peuvent dissimuler. Ne l'ignorez pas, tirez-en des leçons, car tout homme qui comprend la psychologie des émotions est impossible à manipuler. Abonnez-vous si vous êtes prêt à voir les relations telles qu'elles sont, sans illusion. Et souvenez-vous, la véritable paix ne réside pas dans ce que vous conservez, mais dans ce que vous ne tolérez plus.